les apories contemporaines de la puissance. D'abord, il faut s'entendre, premier axe, sur cet événement sans précédent dans l'histoire de l'humanité, qui est cette brutale régression de la puissance militaire. Le fait que régresse le face-à-face interétatique, le fait que les conflits aujourd'hui n'opposent plus les États aux États, mais les États aux sociétés, tout ceci vient décrédibiliser l'instrument militaire. La notion de terrorisme, qui est un mot que vous avez rarement entendu dans ma bouche parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je préfère parler de dissémination de la violence, d'entrepreneurs de la violence. Mais si je parle d'entrepreneurs privés de la violence, comme c'est le cas avec ce que l'on appelle le terrorisme, et si je parle de dissémination de la violence, je dis deux choses. Je dis que ces nouveaux stratèges de la violence n'ont pas d'institution, n'ont pas de territoire, n'ont pas d'armée, n'ont pas de siège aux Nations Unies, sont des partenaires insaisissables avec lesquels il est très difficile de négocier parce qu'on ne les voit pas et souvent on ne les connaît pas. Eh bien, j'induis de tout cela que la puissance est bien impuissante face à eux. Mais je veux dire une deuxième chose, c'est que si ces entrepreneurs de la puissance, de la violence, sèment celle-ci, c'est parce qu'il y a quelque part une demande sociale. Je n'ose pas dire une demande sociale de la violence, mais je dirais tout simplement quelque chose qui rend les populations locales disponibles à ces messages de violence, qui fait qu'on arrive si facilement à enrôler des enfants soldats. Et peut-être avez-vous vu cette dernière information terrible, maintenant des jeunes filles soldats, des jeunes femmes de 14, 15, 16 ans, enrôlées dans les milices en République démocratique du Congo. Pourquoi cette adhésion sociale à ces entreprises de violence? L'absence d'intégration sociale, le dénuement complet, quand vous n'avez ni de quoi vous vêtir, ni de quoi vous alimenter, lorsque vous êtes piétiné, humilié, que vous n'êtes pas respecté, eh bien, l'engagement dans des milices flatte votre instinct de survie et votre désir d'exister un tout petit peu, et en portant une Kalachnikov sur votre épaule, vous avez cette impression terrible, dérisoire, cruelle d'exister. Eh bien, si vous composez tout cela, c'est-à-dire ces stratèges mobiles qui échappent aux logiques de confrontation interétatique et ces tissus sociaux propices à ce type d'appel, eh bien, vous comprenez bien que l'instrument militaire, là-dedans, il n'a pas grand-chose à y faire. Ceci rejoint d'ailleurs cette phrase prophétique de la grande économiste britannique Susan Strange, dont je vous ai déjà parlé, qui montrait comment il y avait, à travers la technologie nouvelle, de nouvelles ressources de puissance qui venaient en quelque sorte surmonter et dépasser la puissance. On pourrait presque parler de métapuissance. La technologie, l'art de la communication, les nouvelles formes d'échange et interdépendance dont je parlais tout à l'heure, voilà qui, effectivement, nous place hors du champ de la puissance. Est-ce à dire que celle-ci a totalement disparu? Et c'est là, justement, que les choses deviennent difficiles, parce que, évidemment, non. Évidemment, d'abord, paradoxe, mais paradoxe apparent, les États ne désarment pas. Les États continuent à sophistiquer leurs armes, je vous en parlerai dans la prochaine leçon, et cette sophistication croissante, ces programmes extraordinairement coûteux d'armement, débouchent inévitablement sur leur utilisation. Le drame, c'est qu'on utilise toujours autant l'instrument militaire alors que l'on constate quotidiennement qu'il est de moins en moins efficace. D'où la malencontre que peuvent être
ces expéditions apparemment efficaces comme celle du Mali, mais qui se retournent aussi vite contre les objectifs qu'elles s'étaient assignés. Mais surtout, et c'est là le problème, c'est que l'Europe n'étant plus le champ de bataille du monde, a tendance, en se sentant en paix chez elle, à projeter, comme les États-Unis, leur armée hors de chez elle. D'où effectivement cette montée en puissance, c'est le cas de le dire, de la notion d'intervention, d'ingérence. Cette naïveté et cette illusion que l'on peut intervenir partout, qu'on a même le droit, le devoir d'ingérence, comme on dit, et le droit, le devoir de punir, la fameuse punition dont on nous parlait tant dans l'épisode syrien, celui qui a fauté, qui a manqué aux normes. Et du coup, c'est tout un nouveau paysage de l'action militaire qui vient ainsi apparaître. Si vous regardez tous ces théâtres d'opérations extérieures, tous ces lieux où les armées françaises, européennes, occidentales sont engagées, vous verrez que jamais, depuis en tous les cas la décolonisation, l'implication des armées occidentales a été si variée, si nombreuse, si diversifiée en des terrains difficiles. Eh bien, ce sont les nouvelles niches de la puissance, c'est-à-dire ce droit autoproclamé à l'ingérence, à la régulation, aux gendarmes. On se fait le gendarme du monde en oubliant de constater qu'il n'y a pas de gendarmerie. Et c'est ça probablement l'un des paradoxes les plus graves et les plus cruels du système international actuel. Alors, une puissance militaire qui régresse, des niches de puissance qui s'installent et qui s'installent durablement, c'est une belle contradiction qui conduit à mon tout dernier point, qui est une manière de conclusion, les impasses actuelles de la puissance. Je voudrais juste vous en donner quelques symptômes. Le premier de ces symptômes, c'est la crise de la souveraineté. Rappelez-vous ce que nous disait Hobbes. La puissance est liée à la souveraineté. Nous sommes dans un monde où la souveraineté est de plus en plus difficile à tenir. Interdépendance. Où effectivement, hors de ce messianisme dont je vous parlais tout à l'heure, les puissances sont enclines à intervenir parce qu'elles savent que la décomposition d'un État leur sera inévitablement fatale. Tous ces États qui dépérissent, Somalie, République centrafricaine, Mali, hier Algérie et Liban, aujourd'hui encore Irak ou Syrie, c'est inévitablement un risque porté aux fameuses sécurités nationales, voire à la sécurité internationale. Donc, au nom de cela, on brave la souveraineté. La souveraineté ne tient plus puisqu'on est tous dépendants les uns des autres. Mais, précisément parce que la souveraineté ne tient plus, l'instrument militaire perd de son efficacité. Et c'est ça le cercle vicieux. Voilà. C'est-à-dire qu'on intervient au nom d'une souveraineté dépassée et déchue, mais en même temps, cette transnationalisation du monde que nous avons étudiée ensemble sape complètement la ressource militaire. Deuxième élément, deuxième symptôme, la difficulté de définir aujourd'hui un régime de sécurité collective. Du temps de la bipolarité, la sécurité collective, elle était très facile à définir du temps où il y avait deux blocs qui se faisaient face. C'était une négociation permanente d'équilibre entre ces deux blocs. C'était l'époque des SALT et du TNP. Dans un système où il n'y a plus d'ordre, où il n'y a plus de pôle, comment voulez-vous penser une sécurité collective ? Nous sommes dans un monde apolaire, c'est-à-dire où chaque État a repris cette part d'autonomie qui rend son comportement demain ou après-demain imprévisible. Comment, dans ces conditions, pouvez-vous définir un régime de sécurité collective ?
C'est le grand problème auquel on s'est trouvé confronté depuis 1989 et qui était aggravé par quelque chose de plus. C'est que, je vous en avais parlé lorsque je vous avais présenté la mondialisation, toute cette sécurité collective reposait sur l'idée de la stabilité hégémonique, c'est-à-dire l'hégémon était en mesure d'imposer un ordre, il en était garant, en quelque sorte. Donc un hégémon, c'était bon pour tout le monde, parce que c'était une certitude d'ordre minimal. Aujourd'hui, le même hégémon, plein de bonne volonté. Je ne saurais trop répéter à quel point la politique étrangère de Barack Obama doit être prise très au sérieux, parce que c'est le premier grand effort post-bipolaire aux États-Unis pour définir un autre monde. On aurait bien tort de s'en moquer ou de lui reprocher quelques faiblesses. C'est au contraire une analyse très approfondie de quoi faire dans un monde post-hégémonique. C'est ce que Robert Cohen appelle « after-hegemony ». Et « after-hegemony », c'est d'autant plus grave, mesdames et messieurs, que non seulement il n'y a plus de stabilité hégémonique, mais il y a une instabilité hégémonique. C'est-à-dire l'hégémone, plus il intervient, plus il crée du désordre. Regardez, effectivement, Afghanistan, Irak, on pourrait ainsi continuer pendant très 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 longtemps. On a du mal à se faire à cette idée que maintenant, tout ordre hégémonique est destructeur de stabilité et qu'on est fiévreusement à la recherche d'autre chose. Troisième élément, ce que je signalais tout à l'heure à propos du dernier épisode de la crise syrienne, ce rôle incroyable pris par l'opinion publique et l'espace public international, comme s'il soufflait sur le système international un vent de démocratie encore mal maîtrisé, c'est-à-dire qu'on ne saurait pas régler, comme on sait plus ou moins d'ailleurs régler la démocratie à l'intérieur des nations. Cette éruption des sociétés, des opinions publiques, du débat public au sein de l'ordre international rend maintenant dérisoire la puissance, comme si justement le débat, les conflits d'opinion venaient se substituer à cette organisation glacée de la puissance. Eh bien, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour attirer votre attention sur un point, c'est que tout le discours classique des relations internationales reposait sur la précision de la notion de puissance et sa centralité. Ça, en tous les cas, c'est fini.